Je m'appelle Geneviève Marchand. J'ai 70 ans. Et hier soir, j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais cru possible. J'ai abandonné ma famille au milieu de la Méditerranée. Laissez-moi vous expliquer. Il y a 2 semaines, mon fils Mathieu m'a annoncé qu'il voulait célébrer mon anniversaire sur une croisière de luxe. Un voyage en famille, maman, pour te montrer qu'on t'aime. J'ai pleuré de joie. Après 5 ans de veuvage, après des années à me sentir invisible, enfin, il pensait à moi. J'ai insisté pour tout payer. 15 000 €. Les suites, les excursions, les restaurants, tout. C'était mes économies, l'héritage de Pierre, mon défunt mari. Mais qu'importe. C'était pour ma famille. Le jour de l'embarquement à Nice, je suis montée sur ce paquebot immense, le cœur battant d'excitation. Je me suis dirigée vers la suite panoramique que j'avais réservée. Ma suite, sous mon nom. Mais quand je suis arrivée, la porte était ouverte. Ma belle-fille Auréliane déballait ses valises, éclatante dans sa robe blanche, ses cheveux blonds ondulants dans la brise du balcon. « Ah, Geneviève !» a-t-elle dit sans me regarder. « Votre cabine est au pont 3. » J'ai froncé les sourcils. « Mais c'est moi qui ai réservé cette suite. » Elle s'est tournée vers moi avec un sourire glacé. « Oui, mais franchement, à votre âge, vous n'avez pas besoin d'autant d'espace. Cette suite est pour les jeunes, pour ceux qui profitent vraiment de la vie. » Derrière elle, des amis à elle, des inconnus pour moi, ont éclaté de rire. « C'est vrai, madame !» a lancé un homme. « Les cabines des domestiques sont très confortables de nos jours. » Mon fils Mathieu était là. Il a détourné les yeux. Il n'a rien dit. Les rires ont redoublé. Et moi, comme une idiote, j'ai murmuré « D'accord » et je suis partie. Ma cabine était une cellule sans fenêtre au pont 3. Un lit étroit. Un hublot minuscule. L'odeur du désinfectant. Cette nuit-là, allongée dans ce lit qui sentait l'humidité, j'ai senti quelque chose se briser en moi. Pas de la tristesse, de la rage. Une rage froide que je ne me connaissais pas. Pierre me disait toujours « Geneviève, tu es trop bonne. Un jour, tu te réveilleras. » Ce jour était arrivé. Le lendemain matin, à 8 heures précises, je suis descendue au bureau de la direction du navire. J'ai posé mon passeport et ma carte bancaire sur le comptoir. Je voudrais annuler toutes les réservations liées à mon compte. La jeune femme a pâli. Toutes? Les réservations? Oui, les suites, les excursions, les restaurants, tout, immédiatement. Madame, il y a 15 personnes inscrites sous votre compte. Si nous annulons, ils devront quitter le navire au prochain port. Barcelone. Dans 4 heures. Parfait. Ce qui s'est passé ensuite a été un tourbillon. Auréliane a débarqué dans le bureau, les yeux flamboyants. « Qu'est-ce que tu fais? Tu es devenue folle? » « Non, je suis devenue lucide. » Mathieu est arrivé, paniqué. « Maman, on ne peut pas partir comme ça. Les enfants. Loïc et Chloé sont avec vous. Vous êtes leurs parents. Débrouillez-vous. » Auréliane a hurlé que j'étais cruelle, égoïste, une vieille femme amère. Mais moi, pour la première fois de ma vie, je me suis sentie libre. À 11h30, ils ont tous descendu la passerelle à Barcelone. 15 personnes, valises à la main, perdues, furieuses. Mathieu s'est retourné une dernière fois, cherchant mon regard. Je lui ai fait un petit signe de la main. Puis le navire est parti. Et je suis restée. Seule sur ce bateau de luxe, avec 6 jours de croisière devant moi. Les 3 premiers jours ont été un enfer. Je me suis enfermée dans ma nouvelle cabine, une vraie, avec fenêtre, à me demander ce que j'avais fait. Avais-je détruit ma famille par orgueil? Étais-je juste une vieille femme amère qui punissait les autres pour se sentir puissante? Mais le 4e jour, quelque chose a changé. Une femme de chambre roumaine nommée Ileana a frappé à ma porte. « Madame, sortez. On peut être seule sans être morte. » Alors je suis sortie. J'ai visité Rome, Naples, Pompéi. J'ai mangé des glaces sur des places ensoleillées. J'ai dansé avec un professeur d'histoire veuf lors d'une soirée jazz. J'ai embrassé un homme pour la première fois depuis la mort de Pierre. Et j'ai compris quelque chose d'essentiel. Pendant 50 ans, j'avais confondu l'amour avec le sacrifice. La générosité avec la soumission. J'avais cru que pour être aimée, je devais m'effacer. Mais peut-être que le plus grand acte d'amour que je pouvais faire, pour moi, pour eux, était de dire « assez ». Le dernier jour de la croisière, en débarquant à Civitavecchia, j'ai trouvé Mathieu qui m'attendait près d'une voiture de location. Les yeux rouges, le visage ravagé. Il m'a demandé pardon. Il a pleuré. Il a promis de changer. Et moi, face à mon fils brisé, j'ai dû prendre la décision la plus difficile de ma vie. Est-ce que je pardonne? Est-ce que je retourne à l'ancienne dynamique? Ou est-ce que je tiens bon, même si ça veut dire perdre ma famille pour toujours?
Parce que voilà la vérité que personne ne dit sur le pardon. Ce n'est pas toujours un acte de grandeur. Parfois, pardonner trop vite, c'est juste une autre façon de s'effacer. Alors qu'ai-je fait? Cette histoire est la mienne. L'histoire d'une femme de 70 ans qui a dû choisir entre sa famille et sa dignité, entre l'amour et le respect de soi, entre pardonner et survivre. Et je vais vous dire comment ça s'est terminé. Mais je vous préviens, la fin n'est peut-être pas celle que vous attendez. Parce que dans la vie, contrairement aux contes de fées, les fins heureuses ne viennent pas toujours avec des réconciliations parfaites et des étreintes larmoyantes. Parfois, elles viennent avec quelque chose de plus précieux, la liberté d'être enfin soi-même. Je me souviens de chaque détail de cette matinée de septembre. Le ciel au-dessus de Nice était d'un bleu presque violent, le genre de bleu qui vous fait plisser les yeux même avec des lunettes de soleil. J'étais debout sur le quai du port, ma petite valise Vuitton à mes pieds, un cadeau de Pierre pour nos 40 ans de mariage. Et je regardais le émeraude des mers se dresser devant moi comme une montagne de métal blanc et de verre scintillant. 70 ans. C'était mon anniversaire la semaine dernière, mais nous avions décidé de célébrer ici, en famille, sur ce paquebot de luxe qui allait nous emmener de Nice à Rome, en passant par Barcelone et les îles italiennes. 8 jours en Méditerranée. 8 jours pendant lesquels, pour une fois, je ne serais pas seule dans mon appartement parisien, à compter les heures entre les rares visites de Mathieu. Madame Marchand, une jeune femme en uniforme bleu marine m'a souri, sa tablette à la main. « Bienvenue à bord. Puis-je voir votre carte d'embarquement ?» Je la lui ai tendue, mes doigts tremblant légèrement. Pas de nervosité, d'excitation. Cela faisait si longtemps que je n'avais pas voyagé. Depuis la mort de Pierre, il y a 5 ans, ma vie s'était réduite à une routine silencieuse. Le marché rue de Bussy le mardi et le vendredi, la messe à Saint-Sulpice le dimanche, l'été avec mes anciennes collègues de la bibliothèque municipale où j'avais travaillé pendant 30 ans. Une vie étroite, mais stable, rassurante même. Suite panoramique, Pont-Neuf, a-t-elle annoncé en levant les sourcils, impressionnée. Vous allez adorer. La vue est spectaculaire. J'ai hoché la tête, le cœur gonflé de fierté. C'était moi qui avais tout organisé, tout payé. 15 000 € pour 15 personnes, Mathieu et Auréliane, leurs enfants Loïc et Chloé, et quelques-uns de leurs amis que je ne connaissais pas vraiment mais qu'Auréliane avait insisté pour inviter. « Une vraie fête, Geneviève », m'avait-elle dit au téléphone, sa voix sucrée comme du miel frelaté. « Vous méritez d'être entourée. Je voulais le croire. Dieu sait que je voulais le croire. » En montant la passerelle, j'ai senti le soleil chauffer mes épaules à travers mon chemisier en lin beige. J'avais mis ma plus belle tenue, un ensemble simple mais élégant, que j'avais acheté aux Galeries Lafayette 3 semaines plus tôt. Je voulais être à la hauteur, ne pas faire honte à mon fils. À l'intérieur du navire, tout était luxe et éclat. Moquette épaisse, couleur bordeaux, rampe en laiton poli, lustre de cristal suspendu au plafond cathédral. Des passagers déambulaient déjà, riant, photographiant tout avec leur téléphone. La plupart étaient jeunes, la trentaine ou la quarantaine, bronzés, vêtus de lin blanc et de lunettes griffées. Je me suis sentie vieille, soudain. Pas dans le sens paisible du terme, mais dans celui qui vous rappelle que vous ne faites plus partie du monde qui bouge, qui brille, qui compte. Un steward m'a guidée vers les ascenseurs. « Pont-Neuf, madame. Vous allez voir, c'est magnifique. » Les portes se sont ouvertes sur un couloir bordé de portes en bois sombre, chacune ornée d'une plaque dorée. La 901. Ma suite. J'ai glissé ma carte dans la serrure électronique, le cœur battant comme une adolescente avant son premier bal. Mais la porte était déjà entr'ouverte. J'ai froncé les sourcils. Peut-être que Mathieu et les autres étaient déjà arrivés. Peut-être qu'ils voulaient me faire une surprise. J'ai poussé doucement le battant et je suis entrée. La suite était immense. Un salon avec canapé en velours crème, une télévision écran plat, une table basse en verre sur laquelle trônait une bouteille de champagne dans un seau à glace. Et au fond, des portes-fenêtres ouvertes sur un balcon privé d'où l'on voyait la mer, infinie, scintillante sous le soleil de midi. Mais ce n'était pas la vue qui m'a figée sur place. C'était Auréliane. Elle était là, debout près de la fenêtre, en train de déballer une valise Rimowa argentée. Elle portait une robe blanche fluide qui lui arrivait à mi-cuisse, ses cheveux blonds parfaitement ondulés tombant sur ses épaules nues. À 35 ans, elle était tout ce que je n'avais jamais été. Grande, mince, éclatante. Le genre de femme qui entre dans une pièce et aspire toute la lumière. « Ah, Geneviève !» a-t-elle dit sans lever les yeux de sa valise. Jamais « belle maman ». Jamais « Madame Marchand ». Toujours « Geneviève », comme si nous étions collègues de bureau. Auréliane. J'ai souri, un peu confuse. Je crois qu'il y a une erreur. C'est ma suite.
J'ai la carte. Regarde. Elle a enfin levé les yeux vers moi. Pas un sourire. Juste une expression d'ennui poli, comme si j'étais une serveuse qui s'était trompée de table. Oui, je sais. Mais on a décidé de réorganiser un peu les choses. Elle a fait un geste vague de la main. Votre cabine est au pont 3. C'est indiqué sur votre carte d'embarquement. Mon sourire s'est figé. Pardon? Le pont 3, c'est très bien aussi, vous savez. Plus calme. J'ai senti quelque chose se serrer dans ma poitrine. Mais j'ai réservé cette suite. C'est sous mon nom. C'est moi qui ai payé. Derrière elle, Mathieu est apparu, sortant de la chambre adjacente. Mon fils, mon unique enfant. 42 ans, des cheveux châtains déjà clairsemés, un ventre naissant sous son polo Lacoste blanc. Il tenait un verre de champagne et évitait mon regard. « Maman », a-t-il murmuré, presque un reproche. Auréliane s'est avancée vers moi, les bras croisés. Elle souriait maintenant. Mais c'était un sourire glacé, le genre de sourire qu'on réserve aux enfants capricieux. Geneviève, soyons honnêtes. À votre âge, vous n'avez pas vraiment besoin d'une suite avec balcon, si? Vous allez passer votre temps à lire dans votre cabine de toute façon. Nous, on est jeunes, on veut profiter, recevoir des amis, faire la fête. Elle a ri, un rire léger, cristallin. Cette suite est pour les jeunes. Vous comprenez, n'est-ce pas? Avant que je puisse répondre, 2 couples sont entrés dans le salon, portant des sacs de plage et des bouteilles de rosé. Je ne les connaissais pas, mais ils semblaient parfaitement à l'aise, comme s'ils étaient chez eux. « Oh, c'est elle ?» a lancé une femme rousse en robe à fleurs, en me regardant de haut en bas. Elle a pouffé. « La belle-mère qui paie tout ?» Les autres ont ri. Un rire complice, presque affectueux, comme si j'étais une blague interne qu'ils partageaient tous. Un homme aux tempes grisonnantes, costume de lin beige impeccable, s'est approché avec un sourire narquois. « C'est vrai, madame, de nos jours, les cabines pour le personnel sont très confortables. Vous ne verrez pas la différence. » Le rire a explosé. Même Mathieu a esquissé un sourire nerveux, les yeux toujours détournés. J'ai senti mes joues brûler. Pas de colère. Pas encore. C'était plus profond que ça. C'était la honte. La honte de l'enfant qu'on humilie dans la cour de récré. La honte de la femme qu'on rend invisible parce qu'elle est vieille, parce qu'elle ne compte plus. D'accord, ai-je murmuré. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Peut-être parce que toute ma vie, j'avais appris à me faire petite, à ne pas faire de vagues. Peut-être parce que je ne voulais pas gâcher les vacances de Mathieu. Peut-être parce que, au fond, une partie de moi avait toujours cru qu'ils avaient raison. Je n'étais plus assez jeune, assez vivante, pour mériter la lumière. Je suis sortie de la suite, mes jambes tremblantes, mon sac serré contre ma poitrine. Derrière moi, les rires ont repris, mêlés au bruit des verres qui s'entrechoquent et de la musique qu'ils ont allumée. Dans l'ascenseur qui descendait vers le pont 3, j'ai fermé les yeux. Les larmes menacèrent de déborder, mais je les ai retenues. Je ne pleurerai pas. Pas maintenant. Les portes se sont ouvertes sur un couloir étroit, mal éclairé. Les moquettes étaient usées, les murs peints d'un blanc terne. Rien à voir avec le luxe du pont Neuf. Ma cabine était au bout du couloir, porte 312. J'ai inséré ma carte avec des mains tremblantes. La pièce était minuscule. Un lit simple contre le mur, une armoire étroite, une salle de bain si petite que je pouvais à peine me retourner. Et surtout, pas de fenêtre. Juste un hublot rond, à peine plus large qu'une assiette, qui donnait sur le niveau de la mer, déjà sombre et opaque. Je me suis assise au bord du lit, les mains posées sur mes genoux, et j'ai regardé ce hublot. Dehors, le monde continuait. Les vagues, les mouettes, le soleil. Mais ici, dans cette cabine étroite qui sentait le désinfectant et le renfermer, j'étais seule. Complètement seule. Et pour la première fois depuis très longtemps, j'ai senti quelque chose remuer en moi. Quelque chose de froid, de dur, de méthodique. Pas de la tristesse, pas de la résignation, de la rage. Une rage que je ne me connaissais pas. Pierre me disait toujours « Geneviève, tu es trop bonne. Un jour, quelqu'un va te marcher dessus une fois de trop et tu te réveilleras. » Ce jour était peut-être arrivé. J'ai défait ma valise en silence, rangeant mes vêtements dans l'armoire exiguë, mes produits de toilette sur la minuscule tablette de la salle de bain. Chaque geste était lent, précis, presque mécanique. Mais dans ma tête, quelque chose bouillonnait. 15 000 €. J'avais payé 15 000 € pour qu'on me traite comme une domestique, pour qu'on se moque de moi devant des inconnus, pour que mon propre fils détourne le regard pendant qu'on m'humiliait. Le navire a donné 3 coups de corne, graves et profonds. Nous partions. J'ai senti une légère vibration sous mes pieds alors que le paquebot s'éloignait du quai. Par le hublot, j'ai vu Nice s'éloigner lentement, ses immeubles ocre et blancs, ses palmiers, son ciel bleu.
Je me suis allongée sur le lit, les yeux fixés au plafond bas. Autour de moi, j'entendais les bruits du navire. Des pas précipités dans le couloir, des portes qui claquent, des voix excitées qui parlèrent de la piscine, du buffet, du spectacle de ce soir. Mais moi, je restais immobile, les mains croisées sur mon ventre, à respirer lentement et à réfléchir. Parce que demain matin, à 8 heures précises, j'irai au bureau de la direction et je prononcerai une phrase qui allait tout changer. Je voudrais annuler toutes les réservations de mon compte. Toutes. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Le navire tanguait doucement, mais ce n'était pas le mal de mer. C'était autre chose. Une lucidité nouvelle, froide et cristalline, qui me traversait comme une lame. J'avais passé 50 ans de ma vie à être invisible, à sourire quand on me blessait, à pardonner avant même qu'on me demande pardon. Mais cette fois, quelque chose en moi avait rompu. Et je ne savais pas encore si c'était une libération ou une chute. À 7 heures du matin, j'étais déjà debout. Je n'avais pas fermé l'œil de la nuit, pas une minute. J'étais restée allongée dans ce lit étroit, les yeux grands ouverts dans la pénombre de ma cabine sans fenêtre, à écouter le ronronnement des moteurs et le clapotis de l'eau contre la coque. Mais mon esprit, lui, était en feu. J'ai pris une douche dans cette salle de bain ridicule où je devais me contorsionner pour ne pas heurter les murs. L'eau était tiède, à peine assez chaude. J'ai enfilé un tailleur gris perle que Pierre m'avait offert pour mes 60 ans. Sobre, élégant, le genre de tenue qu'on porte quand on veut être prise au sérieux. J'ai attaché mes cheveux en chignon bas, mis mes perles, mes petites boucles d'oreilles en or. Dans le miroir minuscule au-dessus du lavabo, j'ai vu une femme que je ne reconnaissais pas tout à fait. Ses yeux étaient durs, déterminés. À 8 heures précises, j'ai quitté ma cabine et j'ai pris l'ascenseur jusqu'au pont 2. Dans le couloir, des passagers commençaient à émerger, en peignoir blanc moelleux, traînant vers le buffet du petit déjeuner avec des sourires ensommeillés. Personne ne m'a regardé. J'étais invisible, comme toujours. Le bureau de la direction se trouvait près de la réception principale, derrière une porte vitrée marquée « Guest Services ». J'ai inspiré profondément et je suis entrée. Une jeune femme était assise derrière le comptoir, impeccable dans son uniforme bleu marine, ses cheveux tirés en arrière. Elle m'a souri avec cette politesse professionnelle qu'on apprend dans les écoles hôtelières. « Bonjour, madame. Comment puis-je vous aider ?» J'ai posé mon passeport et ma carte bancaire sur le comptoir. Ma main ne tremblait pas. Je voudrais annuler toutes les réservations liées à mon compte. Son sourire a vacillé. « Pardon ? » Toutes les réservations. La suite panoramique du Pont-Neuf, les cabines des autres passagers, les excursions, les restaurants, tout ce qui est enregistré sous le nom de Geneviève Marchand. Elle a cligné des yeux, déstabilisée. « Madame, Vous êtes sûre ? » « Absolument certaine. » Elle a commencé à taper sur son ordinateur, ses doigts hésitants sur le clavier. Puis son visage a pâli. « Madame Marchand, il y a 15 personnes inscrites sous votre compte. Si nous annulons maintenant, ils devront tous quitter le navire au prochain port. Quel est le prochain port? Barcelone. Nous y arrivons dans 4 heures. Parfait. » Elle a levé les yeux vers moi, stupéfaite. « Madame, vous comprenez que c'est irréversible et qu'il n'y aura aucun remboursement pour les jours déjà passés à bord? Je comprends parfaitement. » Un silence. Elle a regardé son écran, puis moi, puis son écran à nouveau. Je dois appeler mon supérieur. Un instant, s'il vous plaît. Elle a disparu dans un bureau adjacent. Je suis restée debout devant le comptoir, les mains croisées devant moi, le cœur battant mais la tête claire. Derrière moi, j'entendais les bruits du navire qui s'éveillait. Des annonces en plusieurs langues, des enfants qui couraient, le tintement des couverts dans les restaurants. Un homme est apparu, la cinquantaine, costume gris anthracite, badge doré indiquant « Directeur des services clients ». Il m'a regardé avec un mélange de curiosité et d'inquiétude. « Madame Marchand ?» Il a pris mon passeport et l'a examiné. Ma collègue m'a expliqué la situation. Puis-je vous demander, y a-t-il un problème avec nos services? Quelque chose que nous pourrions arranger? Non. Vos services sont impeccables. Alors, pourquoi cette décision? Je l'ai regardé droit dans les yeux. Parce que ce sont mes 15 000 € et que j'ai le droit d'en disposer comme bon me semble. Il a hoché lentement la tête, visiblement mal à l'aise. Bien sûr, madame, c'est votre droit le plus absolu. Mais comprenez que 15 personnes vont se retrouver à quai dans une ville étrangère sans hébergement, y compris, si je lis bien, votre fils et votre belle-fille, surtout eux. Un autre silence. Puis il a soupiré. Très bien. Nous allons procéder à l'annulation. Mais je dois vous informer que les personnes concernées seront notifiées immédiatement. Elles viendront certainement vous parler. Je m'en doute.
Il a fait un signe à sa collègue qui a commencé à taper frénétiquement sur son clavier. J'ai signé plusieurs documents, confirmé mon identité, validé la transaction. Tout était froid, administratif, irréversible. « C'est fait, madame », a finalement dit le directeur. Les notifications sont envoyées. Les personnes concernées ont jusqu'à 11h30 pour quitter le navire à Barcelone. Merci. J'allais partir quand il m'a rappelé. Madame Marchand, votre propre réservation. Elle est également annulée. Vous devrez quitter le navire avec les autres. Je me suis retournée. Non. Je souhaiterais réserver une nouvelle cabine. Pour moi seule. Jusqu'à Rome. Il a souri, soulagé. Bien sûr. Nous avons une cabine simple sur le pont 5 avec fenêtre. Vue sur la mer. 800 € pour les 6 jours restants. Je la prends. 20 minutes plus tard, je quittais le bureau avec une nouvelle carte-clé en poche. J'ai pris l'ascenseur jusqu'au pont 7 où se trouvait le restaurant panoramique du petit déjeuner. Je me suis servi un croissant, un café au lait, des fruits frais. Je me suis installée près d'une baie vitrée, avec vue sur la mer qui scintillait sous le soleil déjà haut. J'ai mordu dans mon croissant. Il était tiède, croustillant, parfait. Et pour la première fois depuis des années, j'ai senti quelque chose ressemblant à de la paix. Mais ça n'a pas duré. À 9h15, j'ai vu Auréliane traverser le restaurant comme une tornade blonde. Elle portait un short en jean déchiré et un crop top blanc, ses lunettes de soleil Chanel perchées sur sa tête. Elle m'a repéré immédiatement et a foncé vers ma table, le visage déformé par la rage. « Qu'est-ce que tu as fait ?» J'ai continué à boire mon café, calmement. « Bonjour, Auréliane. Ne me fais pas ce coup-là. » Elle a claqué ses mains sur la table, faisant trembler ma tasse. « On vient de recevoir un message disant qu'on doit quitter le bateau dans 2 heures. C'est quoi ce délire? J'ai annulé les réservations. » « Quoi? » Son visage est devenu écarlate. « Tu n'as pas le droit. »« Si, c'est mon compte, mon argent. »« Mais c'est insensé. On est au milieu de la mer. Où tu veux qu'on aille? » Barcelone est une très belle ville, paraît-il. Elle a ouvert la bouche, l'a refermée, l'a rouverte. « Tu fais ça à cause d'hier? Parce qu'on t'a demandé de changer de cabine? Sérieusement, Geneviève, t'es vraiment une gamine capricieuse. » Quelque chose s'est durci en moi. J'ai posé ma tasse et je l'ai regardée. Vraiment regardée. Cette femme qui, pendant 10 ans, m'avait appelée par mon prénom. Qui ne m'avait jamais demandé comment j'allais. Qui m'invitait aux fêtes de famille uniquement quand elle avait besoin d'une babysitter gratuite. Qui avait convaincu Mathieu de me demander de l'argent pour leur voiture, leur appartement, leurs vacances. Une gamine capricieuse, ai-je répété lentement. C'est intéressant, parce qu'une gamine capricieuse, c'est ce que j'ai vu hier. Une femme de 35 ans qui pique une suite à sa belle-mère sous prétexte qu'elle est trop vieille pour en profiter. Qui l'humilie devant des inconnus. Qui la traite comme une domestique. Oh, arrête ton mélodrame. C'était juste une blague. Une blague. J'ai hoché la tête. Oui, bien sûr. Comme cette fois où tu m'as demandé de garder Loïc et Chloé pendant 15 jours parce que vous partiez aux Maldives et où tu as oublié de me laisser de l'argent pour les courses. Comme cette fois où tu m'as demandé de prêter 10 000 € à Mathieu pour votre nouvelle voiture et où vous n'avez jamais remboursé un centime. Comme toutes ces fois où je me suis effacée, où j'ai souri, où j'ai dit oui parce que je ne voulais pas vous décevoir. Elle a reculé d'un pas, déstabilisée. C'est de la famille, Geneviève. C'est ce qu'on fait, en famille. Non. En famille, on se respecte. On ne se moque pas les uns des autres. On ne traite pas les gens comme des porte-monnaies ambulants. Mathieu est apparu derrière elle, essoufflé, les cheveux en bataille. Il portait encore son pyjama sous un sweat à capuche gris. « Maman, qu'est-ce qui se passe? On a reçu un message bizarre. » Je me suis levée, lentement. J'ai ramassé mon sac, mon châle. Ce qui se passe, Mathieu, c'est que j'ai décidé de reprendre ma vie en main. Mais, maman, on ne peut pas partir comme ça. On n'a rien prévu. Les enfants. Loïc et Chloé sont avec vous. Vous êtes leurs parents. Je suis sûre que vous allez vous débrouiller. Tu ne peux pas nous faire ça? La voix d'Auréliane était montée d'un cran, attirant les regards des autres passagers. Tu nous laisses Tomaïlas tomber en plein milieu de nulle part. C'est cruel. C'est égoïste. Le mot m'a frappé en pleine poitrine. Égoïste. Moi qui avais passé ma vie entière à me sacrifier. Qui avais élevé Mathieu seul pendant que Pierre travaillait jour et nuit. Qui avait renoncé à ma carrière, à mes rêves, pour être une bonne mère, une bonne épouse. Qui avait vidé mes économies pour financer les caprices de ma belle-fille. Égoïste, ai-je répété, la voix tremblante. Oui, pour la première fois de ma vie, je suis égoïste. Et tu sais quoi? Ça fait un bien fou. Mathieu s'est avancé, les mains tendues dans un geste d'apaisement. « Maman, s'il te plaît. »
On peut en parler calmement. Si c'est une question d'argent. Ce n'est pas une question d'argent. Ma voix a claqué dans le restaurant. Silencieux maintenant. C'est une question de dignité, de respect, de toutes ces années où j'ai été invisible pour vous. Tu n'es pas invisible, a murmuré Mathieu, les yeux baissés. Vraiment? J'ai fait un pas vers lui. Alors dis-moi, Mathieu, quand as-tu appelé ta mère pour la dernière fois, sans avoir besoin de quelque chose? Quand m'as-tu invité chez toi juste pour passer du temps ensemble? Quand m'as-tu dit que tu m'aimais? Il est resté silencieux. Ses épaules se sont affaissées. Hier, ai-je continué, la gorge serrée, quand Aureliane m'a humiliée devant tout le monde, tu étais là. Tu as entendu. Et tu n'as rien dit. Tu as détourné les yeux, comme tu l'as toujours fait. Je suis désolée, a-t-il soufflé. Je sais. Tu es toujours désolée après. Mais ça ne change jamais rien. Aureliane a ricané, un rire froid, méprisant. Oh, c'est beau. La pauvre Geneviève, victime de sa famille ingrate. Tu veux qu'on pleure, c'est ça? Mathieu lui a lancé un regard noir. Aureliane, tais-toi. Non, j'en ai marre de ces grands airs. Elle nous fait la leçon alors qu'elle nous a toujours étouffés avec son amour possessif. Mon pauvre Mathieu, tu travailles trop. Laisse-moi t'aider. Mon pauvre Mathieu, cette femme n'est pas assez bien pour toi. Tu as tout fait pour nous séparer. J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. Quoi? Oh, tu crois que je ne sais pas? Aureliane s'est avancée, le doigt pointé vers moi. Toutes ces remarques venimeuses sur ma façon d'élever mes enfants, sur mes choix de carrière, sur le fait que je ne sois pas une vraie femme au foyer comme toi. Tu as passé 10 ans à me faire sentir que je n'étais pas assez bien. C'est faux. Ma voix était faible, tremblante. C'est vrai. Et Mathieu était trop lâche pour te tenir tête. Alors moi, j'ai dû le faire. Et tu sais quoi? Ça m'a épuisée. Toujours sourire, toujours être poli, toujours accepter ton aide même quand on n'en voulait pas. Parce que si on refusait, tu pleurais. Tu te plaignais à Mathieu qu'on te rejetait. Les larmes me brûlaient les yeux. Je voulais juste être proche de vous. Non, tu voulais nous contrôler. Le silence est tombé comme une chape de plomb. Autour de nous, les passagers faisaient semblant de ne pas écouter, mais tous les regards convergèrent vers nous. Mathieu a pris la parole, sa voix brisée. « Maman, je sais qu'on n'a pas été parfait, mais toi non plus. Tu étais toujours là, partout, à chaque décision, à chaque projet. Tu disais que c'était de l'aide, mais c'était du poids, un poids énorme. J'ai porté ma main à ma bouche. Je ne savais pas, parce que tu ne demandais jamais. Tu supposais. Tu pensais savoir ce qui était le mieux pour nous. Comme ma mère l'a fait avec moi, ai-je murmuré, les larmes coulant enfin. Comme elle m'a étouffée et que j'ai juré de ne jamais faire avec toi. Mathieu a secoué la tête. Mais tu l'as fait quand même, maman. À ta façon. Aureliane a croisé les bras. Bon, maintenant que c'est dit, tu peux annuler cette annulation ridicule et on peut tous continuer comme si de rien n'était. J'ai essuyé mes larmes. Non. Non, elle a éclaté d'un rire incrédule. Sérieusement? Oui. Parce que même si j'ai fait des erreurs, même si j'ai été trop présente, trop étouffante, ça ne justifie pas la façon dont tu m'as traitée hier, ni toutes ces fois où tu m'as utilisée. Utilisée? Son visage s'est durci. On ne t'a jamais rien demandé. C'est toi qui proposais. Oh, laissez-moi vous aider, laissez-moi payer, laissez-moi garder les enfants. Et maintenant tu joues à les martyrs? Elle avait raison. En partie, j'avais proposé, encore et encore, parce que j'avais peur. Peur que si je n'étais pas utile, si je ne donnais pas, il m'oublierait. Il me laisserait seule dans cet appartement silencieux où je comptais les jours entre leurs visites. Tu as raison, ai-je dit doucement. J'ai proposé parce que je ne savais pas comment être aimée autrement, parce que ma mère ne m'a jamais appris que je pouvais être aimée pour ce que je suis et non pour ce que je donne. Mathieu a fait un pas vers moi, la main tendue. Maman, mais ça s'arrête aujourd'hui. J'ai reculé. Je ne peux plus vivre comme ça, à mendier de l'affection en échange de services, à être invisible sauf quand vous avez besoin de mon portefeuille. Alors quoi? Aureliane a craché les mots. Tu nous abandonnes? Tu nous jettes comme des déchets? Non, je vous laisse vivre votre vie. Et je commence enfin à vivre la mienne. J'ai tourné les talons et j'ai quitté le restaurant, les jambes tremblantes, mais la tête haute. Derrière moi, j'ai entendu Aureliane hurler quelque chose, puis la voix de Mathieu, plus douce, brisée. Mais je n'ai pas regardé en arrière. Dans l'ascenseur, j'ai fermé les yeux. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser. Les mots d'Aureliane résonnaient dans ma tête. Tu voulais nous contrôler. Tu nous as étouffés. Était-ce vrai? Avais-je vraiment reproduit les erreurs de ma propre mère,
Malgré toutes mes promesses, les portes se sont ouvertes sur le pont 5. Ma nouvelle cabine était au bout du couloir, lumineuse, avec une vraie fenêtre donnant sur la mer. J'ai ouvert la porte et je suis entrée. C'était simple. Un lit double, une armoire, un fauteuil près de la fenêtre. Mais c'était propre, lumineux, à moi. Je me suis assise dans le fauteuil et j'ai regardé la mer. Au loin, la côte espagnole commençait à apparaître. Barcelone. Dans quelques heures, Mathieu, Aureliane et tous les autres seraient sur le quai, valises à la main, furieux et perdus. Et moi, je serais encore là, sur ce bateau, seule. Pour la première fois depuis 50 ans, seule par choix. J'ai pleuré. Longtemps. Pas de rage cette fois. Juste de tristesse. De cette tristesse profonde qui vient quand on réalise qu'on a perdu des années à se tromper sur soi-même. Mais entre les larmes, il y avait autre chose. Un soulagement. Fragile. Incertain. Mais bien réel. À 11h30 précise, le navire a accosté à Barcelone. J'étais sur le pont supérieur, appuyée contre la rambarde, quand j'ai vu 15 silhouettes descendre la passerelle. Mathieu portait une valise dans chaque main. Aureliane marchait devant, le téléphone collé à l'oreille, gesticulant avec fureur. Les enfants traînaient derrière, l'air perdu. Mathieu s'est arrêté en bas de la passerelle. Il a levé les yeux vers le navire, cherchant quelque chose. Me cherchant, peut-être. Nos regards se sont croisés. J'ai levé la main. Un geste simple. Pas un au revoir. Pas un pardon. Juste un geste. Il a hoché la tête, lentement. Puis il s'est détourné et a disparu dans la foule du port. Le navire a donné 3 coups de corne et s'est lentement éloigné du quai. Et moi, Geneviève Marchand, 70 ans, veuve, mère étouffante et belle-mère humiliée, je suis restée là, debout sous le soleil de Barcelone, à regarder ma famille disparaître, sans savoir si je venais de me libérer ou de me perdre définitivement. Les 3 premiers jours après Barcelone ont été les plus longs, les plus sombres, les plus suffocants de ma vie. Je ne sortais pas de ma cabine, pas une seule fois. Je restais enfermée dans cette petite pièce du pont 5, assise dans ce fauteuil près de la fenêtre, à regarder la mer défiler, parfois bleue et scintillante sous le soleil, parfois grise et houleuse sous les nuages, comme moi, comme mes pensées qui oscillaient entre la rage et le regret, entre la libération et la culpabilité. Qu'est-ce que j'avais fait? J'avais chassé ma famille, mon propre fils, mes petits-enfants. Je les avais laissés sur un quai étranger, perdus, furieux, humiliés. Exactement ce qu'ils m'avaient fait subir, me disait une voix dans ma tête. Ils méritaient ça, insistait-elle. Mais une autre voix, plus ancienne, plus profonde, celle de ma mère, celle de toutes les femmes de ma lignée qui s'étaient sacrifiées en silence, murmurait « Tu es une mauvaise mère, tu es égoïste, tu es cruelle. » Le service en chambre frappait 3 fois par jour. « Madame Marchand, votre plateau. » Je prenais le plateau sans ouvrir complètement la porte, sans croiser le regard de la personne qui l'apportait. Un croissant le matin, que je grignotais à peine. Une salade à midi, que je poussais dans mon assiette. Un potage le soir, que je buvais mécaniquement, sans goût. Je maigrissais. Je le sentais dans mes vêtements qui flottaient, dans mon alliance qui tournait trop facilement autour de mon doigt. La nuit, je ne dormais pas. Je restais allongée dans ce lit étroit, les yeux fixés au plafond, à écouter les bruits du navire, les vibrations des moteurs, les pas dans les couloirs, les rires lointains des passagers qui rentraient des spectacles nocturnes. Et parfois, très tard, j'entendais des couples qui faisaient l'amour dans les cabines voisines. Ces gémissements, ces soupirs, ces preuves de vie et d'intimité qui me rappelaient à quel point j'étais seule. Pierre me manquait. Mon mari. Mon compagnon pendant 40 ans. S'il avait été là, qu'aurait-il dit? Aurait-il été fier de moi pour avoir enfin tenu tête? Ou aurait-il secoué la tête avec ce sourire triste qu'il avait quand je faisais quelque chose d'impulsif? « Geneviève, disait-il toujours, tu réfléchis avec ton cœur, pas avec ta tête. » Mais mon cœur m'avait toujours trahi. Il m'avait poussé à donner trop, à pardonner trop, à m'effacer trop. Alors peut-être qu'il était temps d'écouter autre chose. Ma rage, ma dignité, ma survie. Le 2e jour, le navire a fait escale à Valence. Par la fenêtre, j'ai vu les passagers descendre en masse, excités, leurs sacs de plage à l'épaule, leurs chapeaux sur la tête. J'ai pensé descendre, visiter la vieille ville, la cité des arts et des sciences, les plages dorées, mais je n'ai pas bougé. À quoi bon? Je n'avais personne avec qui partager, personne à qui dire « Regarde, c'est beau », personne pour me photographier devant un monument. J'ai dormi. Ou plutôt,
J'ai sombré dans une sorte de torpeur grise, ni sommeil, ni éveil, juste une absence. Le 3e jour, escale à Palma de Majorque. Même scénario. Les passagers qui descendaient, moi qui restais. Mais cette fois, vers 11h du matin, on a frappé à ma porte. Pas le service en chambre. Des coups plus insistants, presque inquiets. « Madame Marchand ? Madame ?» J'ai ouvert. C'était Ileana, la femme de chambre. Petite, la cinquantaine, des cheveux noirs et gris tirés en chignon serré, un visage buriné par le travail et la vie. Elle me regardait avec une expression que je n'arrivais pas à déchiffrer. De l'inquiétude? De la pitié? « Madame, je m'inquiète pour vous. Je vais bien? Non? » Elle a secoué la tête. « Non, vous n'allez pas bien. Vous ne sortez jamais. Vous ne mangez presque rien. Vous êtes malade? Non, je vais bien, vraiment. » Elle a croisé les bras. « Je travaille sur des bateaux depuis 15 ans, je connais les gens. Et je vois une femme qui se laisse mourir. » Ces mots m'ont frappé comme une gifle. Je ne me laisse pas mourir. Alors pourquoi vous restez ici? Pourquoi vous ne profitez pas? Palma de Majorque, c'est magnifique. La cathédrale, les plages, les marchés. Parce que je suis seule. Et alors? Elle a haussé les épaules avec cette désinvolture méditerranéenne qui rendait tout simple. Moi aussi, je suis seule. Mon mari est mort il y a 3 ans, cancer. Mes 2 enfants vivent en Roumanie, je les vois 2 fois par an. Je travaille sur ce bateau 6 mois par an, je dors dans une cabine de 2 mètres carrés sans fenêtre. Et vous savez ce que je fais pendant mes jours de repos? Non. Je sors. Je visite les villes, je mange des glaces, je regarde les gens, je m'achète des petites choses inutiles qui me font plaisir. Parce que la vie est courte, madame, très courte, et qu'on peut être seule sans être morte. Elle a posé sa main sur mon bras. Une main rugueuse, abîmée par les années de nettoyage et de labeur. Mais chaude, humaine. Sortez. Juste 1 heure, marchez, respirez, mangez quelque chose de bon. Et après, si vous voulez revenir vous enfermer ici, d'accord. Mais au moins, vous aurez essayé. Elle est repartie avec son chariot, me laissant debout dans l'encadrement de ma porte. On peut être seule sans être morte. Ces mots ont résonné dans ma tête pendant 1 heure entière. Je me suis regardée dans le miroir de ma salle de bain. J'avais l'air d'un fantôme, le visage pâle, les yeux cernés, les cheveux ternes. J'avais 70 ans, mais j'en paraissais 80. Est-ce que c'est ça que je veux devenir? Ai-je pensé. Une femme qui se laisse consumer par l'amertume? Une femme qui punit les autres en se punissant elle-même? Pierre n'aurait pas voulu ça. Lui qui adorait la vie, qui riait fort, qui dansait dans la cuisine, qui m'emmenait voir le lever du soleil sur la Seine. Il aurait été horrifié de me voir comme ça. J'ai pris une douche. Une vraie douche, longue, chaude. J'ai lavé mes cheveux. Je me suis habillée avec soin. Un pantalon en lin beige, un chemisier blanc, mes sandales confortables. J'ai mis du rouge à lèvres. Un rose discret, mais c'était déjà quelque chose. Et je suis sortie. Palma de Majorque en septembre était une carte postale. Le ciel d'un bleu intense, la mer turquoise, les palmiers qui se balançaient doucement dans la brise. J'ai marché dans les ruelles de la vieille ville, entre les façades ocre et les balcons en fer forgé débordant de fleurs. Des odeurs de pain chaud et de café flottèrent dans l'air. Des touristes prenèrent des photos, des locaux bavardèrent sur les terrasses, et personne ne me regardait, personne ne me jugeait. J'étais juste une femme parmi d'autres. Je suis arrivée devant la cathédrale de Palma, cette immense église gothique qui domine la baie. J'ai payé mon entrée et je suis entrée. À l'intérieur, la lumière filtrait à travers les vitraux, créant des arcs-en-ciel sur les colonnes de pierre. C'était silencieux, sacré, apaisant. Je me suis assise sur un banc, au fond, et j'ai fermé les yeux. Je ne suis pas particulièrement croyante. La messe du dimanche était plus une habitude sociale qu'une dévotion sincère. Mais là, dans ce lieu millénaire, j'ai senti quelque chose se relâcher en moi. Mon Dieu, ai-je prié silencieusement? Si tu es là, aide-moi à comprendre. Ai-je eu raison? Ou suis-je juste une vieille femme amère qui a détruit sa famille par orgueil? Évidemment, Dieu ne m'a pas répondu. Il ne répond jamais directement. Mais en ouvrant les yeux, j'ai vu une vieille femme espagnole, encore plus âgée que moi, qui allumait un cierge devant une statue de la Vierge Marie. Elle priait en murmurant, les mains jointes, les yeux fermés. Et sur son visage, malgré les rides profondes, malgré les années visibles, il y avait une sérénité que je n'avais jamais vue. Elle a fini sa prière, s'est signée, puis s'est tournée vers moi. Nos regards se sont croisés. Elle m'a souri, un sourire simple, chaleureux, sans jugement. Et elle est
Parti. Ce sourire m'a suivi toute la journée. En sortant de la cathédrale, j'ai trouvé un petit café sur une place ombragée. Je me suis assise en terrasse et j'ai commandé un café con lèche et une ensaïmada, cette pâtisserie locale en spirale saupoudrée de sucre glace. Quand on me l'a apporté, j'ai mordu dedans et j'ai fermé les yeux de plaisir. C'était doux, beurré, fondant. Un petit bonheur simple. Autour de moi, la vie continuait. Des enfants jouaient au ballon. Un couple de personnes âgées se tenait la main en marchant lentement. Un groupe d'amis riait bruyamment autour d'une table voisine. Et j'ai réalisé quelque chose. Le monde n'avait pas besoin de moi pour tourner. Pendant 3 jours, j'étais restée enfermée dans ma cabine à me morfondre, et le monde avait continué. Le soleil s'était levé. Les vagues avaient clapotis. Les gens avaient ri, pleuré, vécu. Mon absence ne changeait rien à personne, sauf à moi. Pourquoi est-ce que je m'infligeais cette prison? Pourquoi est-ce que je refusais de vivre sous prétexte que les autres m'avaient blessée? Parce que tu as peur, a murmuré une voix dans ma tête. Peur d'être seule. Peur de n'avoir personne. Peur que si tu vis pour toi-même, tu découvres qu'il n'y a rien. Mais peut-être qu'il y avait quelque chose. Peut-être que sous toutes ces années de sacrifice et d'effacement, il restait une Geneviève que je n'avais jamais connue. Une femme avec des désirs, des rêves, des plaisirs qui n'appartenaient qu'à elle. J'ai commandé un 2e café, puis un 3e, et je suis restée là, sur cette place ensoleillée de Palma, à regarder la vie défiler, jusqu'à ce que le soleil commence à décliner. Quand je suis rentrée au navire ce soir-là, j'ai croisé Ileana dans le couloir. Elle m'a vue et son visage s'est illuminé. « Madame, vous êtes sortie ?»« Oui. »« Et alors? C'était bien ?» J'ai souri. Un vrai sourire, le premier depuis des jours. « Oui, c'était bien. » Elle m'a tapé l'épaule avec affection. « Bravo. Maintenant, continuez. » Cette nuit-là, j'ai dormi. Vraiment dormi. Pour la première fois depuis Barcelone, j'ai sombré dans un sommeil profond, sans cauchemar, sans réveil en sursaut. Le 4e jour, escale à Civitavecchia, le port de Rome. Cette fois, je n'ai pas hésité. J'avais réservé une excursion pour visiter la ville éternelle. Je me suis levée tôt, j'ai enfilé une robe d'été légère et des chaussures de marche confortables, et je suis descendue du navire avec les autres passagers. Le bus nous a emmenés à travers la campagne romaine, puis dans les rues encombrées de la capitale. Notre guide était une Italienne exubérante nommée Francesca, qui parlait un français teinté d'un accent chantant. « Benvenuti à Roma », a-t-elle lancé dans le micro. Aujourd'hui, nous allons voir le Colisée, le Forum romain, la Fontaine de Trévi, et si nous avons le temps, le Panthéon. Le Colisée m'a coupé le souffle. Cette arène immense, ces pierres millénaires, ces arches qui avaient vu tant de vies, tant de morts, tant d'histoires. Je me suis tenue au bord, regardant l'intérieur où des gladiateurs s'étaient battus, où des lions avaient rugi, où des empereurs avaient décidé du destin des hommes d'un simple geste du pouce. C'est impressionnant, n'est-ce pas? Une voix derrière moi. Je me suis retournée. Un homme se tenait là, la soixantaine, cheveux gris argentés coiffés en arrière, chemise blanche en lin, lunettes de soleil sur le front. Il avait un sourire chaleureux et des rides au coin des yeux qui trahissaient d'un quelqu'un qui avait beaucoup ri dans sa vie. « Oui », ai-je répondu. Impressionnant et troublant. Pensez à toute la violence qui s'est déroulée ici. C'est vrai, mais aussi à toute la passion, à tout le courage. Les gladiateurs n'étaient pas que des victimes. Certains étaient des héros pour le peuple. J'ai hoché la tête. Je n'y avais pas pensé comme ça. « Je m'appelle Jean-Claude », a-t-il dit en me tendant la main. Professeur d'histoire. Enfin retraité depuis 2 ans. Geneviève, bibliothécaire, retraitée aussi. Alors nous partageons un amour des livres et du passé. Nous avons continué la visite ensemble. C'était naturel, facile. Il racontait des anecdotes sur l'Empire romain, sur les empereurs fous et les philosophes stoïciens. Je lui parlais de ma passion pour la littérature classique, pour les poètes latins que j'avais lus à la bibliothèque municipale. Au Forum romain, alors que nous marchions entre les colonnes brisées et les temples effondrés, il m'a demandé « Vous voyagez seul ?»« Oui. »« Par choix ou par circonstance ?» J'ai hésité, puis j'ai décidé d'être honnête. « Les deux. » Il a hoché la tête sans insister. « Moi aussi. Ma femme est morte il y a 4 ans, cancer du sein. Depuis, je voyage pour. Réapprendre à vivre, je suppose. Je suis désolée. Merci, ça devient plus facile avec le temps. Enfin, c'est ce qu'on dit, mais je ne suis pas sûre que ce soit vrai. Ça devient juste, différent. La douleur change de forme. Nous nous sommes assis sur un muret de pierre à l'ombre d'un cyprès. Autour de nous, les touristes déambulaient, prenaient des photos, s'émerveillaient. Mais nous étions silencieux, perdus dans nos pensées.
Vous savez ce qui est étrange? Ai-je dit finalement. Pendant 50 ans, j'ai vécu pour les autres. Pour mon mari, pour mon fils, pour ma famille. Et maintenant qu'ils ne sont plus là, mon mari est mort, mon fils. C'est compliqué. Je ne sais plus comment vivre pour moi. Je comprends. Moi, c'était le contraire. J'ai vécu pour mon travail, pour mes recherches, pour mes étudiants. Et ma femme était là, solide, patiente, toujours présente. Je pensais qu'elle serait toujours là. Et quand elle est partie, j'ai réalisé que je ne savais même pas comment faire les courses, comment laver le linge, comment remplir ma journée sans elle. Et maintenant? Maintenant, j'apprends, jour après jour, à faire les courses, à cuisiner, à profiter d'un coucher de soleil sans penser à autre chose, à être seule sans être malheureux. Il m'a regardée. Vous allez y arriver, Geneviève. Ça prend du temps, mais vous allez y arriver. Je ne sais pas pourquoi, mais ces mots m'ont fait pleurer. Pas de gros sanglots, juste des larmes silencieuses qui coulaient là sur mes joues. Il m'a tendu un mouchoir en tissu, un vrai mouchoir, comme les hommes de la génération de Pierre en portaient, et il n'a rien dit. Il est juste resté là, à côté de moi, en silence. Après le forum, nous sommes allés à la fontaine de Trévis. Une marée humaine se pressait autour du bassin baroque, lançant des pièces par-dessus l'épaule en faisant des vœux. Jean-Claude m'a tendu une pièce. Faites un vœu. Je ne crois pas aux vœux. Faites-le quand même. On ne sait jamais. J'ai pris la pièce, je me suis retournée et je l'ai lancée par-dessus mon épaule. Elle a disparu dans l'eau turquoise avec un petit plouf. Mon vœu, ai-je pensé, c'est de me retrouver. En fin d'après-midi, notre groupe s'est séparé. Certains rentraient au navire, d'autres continuaient à explorer. Jean-Claude m'a demandé « Vous avez envie de dîner avec moi ?» Je connais une petite trattoria dans le Trastevere. Rien de touristique, juste de la bonne cuisine romaine. J'ai hésité. Puis j'ai pensé à ces 3 jours enfermés dans ma cabine, à cette solitude que je m'infligeais, à cette vie que je refusais de vivre. Oui, avec plaisir. Nous avons pris le tramway jusqu'au Trastevere, ce quartier bohème avec ses ruelles pavées, ses façades colorées, ses lierres qui grimpèrent sur les murs. La trattoria s'appelait Da Enzo, un tout petit restaurant avec 8 tables et des nappes à carreaux rouges. Nous avons commandé des carciofi à la Giudia, des artichauts frits croustillants, des cacio e pepe et une carafe de vin blanc frais. Jean-Claude racontait des histoires sur ses voyages, ses années d'enseignement, ses étudiants qui venaient en le voir des années plus tard pour le remercier. « Et vous ?» a-t-il demandé. « Vous avez des regrets ?» J'ai bu une gorgée de vin. Beaucoup. Comme quoi? D'avoir passé ma vie à m'effacer. D'avoir cru que mon bonheur dépendait du bonheur des autres. D'avoir oublié que j'étais une personne, pas juste une fonction. Ce n'est pas trop tard. J'ai 70 ans. Et alors? Ma grand-mère a appris à peindre à 80 ans. Elle a fait sa première exposition à 85. Elle disait « J'ai perdu 80 ans, je ne vais pas perdre les suivants. » J'ai ri. Un rire sincère, libérateur. Votre grand-mère avait l'air formidable. Elle l'était. Vous me faites penser à elle, d'ailleurs. Vraiment? Oui. Cette force tranquille, cette dignité. On sent que vous avez traversé beaucoup de choses. Nous avons parlé jusqu'à tard dans la nuit. À un moment, Jean-Claude m'a serré un peu plus fort et j'ai posé ma tête contre son épaule. Il sentait l'eau de Cologne citronnée et le tabac. Il fumait la pipe, m'avait-il dit. Une odeur rassurante, masculine, vivante. « Merci », ai-je murmuré. « De quoi ?»« De m'avoir rappelé que j'existe. » Il s'est écarté légèrement pour me regarder dans les yeux. « Geneviève, vous avez toujours existé. Vous aviez juste oublié de vous regarder. La musique a changé. Un slow langoureux. The very thought of you. » Autour de nous, les couples se rapprochaient, les lumières se tamisaient. Jean-Claude a hésité, puis il s'est penché et m'a embrassé. Un vrai baiser. Sur les lèvres. Doux, hésitant au début, puis plus assuré. Quand nous nous sommes séparés, j'étais tremblante. Je n'ai embrassé personne depuis la mort de Pierre. Moi non plus, depuis ma femme. C'était bien? Oui, c'était bien. Nous avons dansé jusqu'à minuit. Puis nous nous sommes assis à une table près de la rambarde, un verre de champagne à la main, à regarder la mer noire sous la lune. Les étoiles étaient si nombreuses qu'on aurait dit des diamants jetés sur du velours. « Qu'allez-vous faire en rentrant ?» a demandé Jean-Claude. « Je ne sais pas. Reprendre ma vie, j'imagine. Mon appartement, mes habitudes. Et votre fils ?» J'ai soupiré. Je ne sais pas non plus. Peut-être qu'il me contactera. Peut-être pas. Peut-être que c'est fini entre nous. Vous le croyez vraiment? Non. Mais j'ai peur que ce soit vrai. Il a pris ma main. Quoi qu'il arrive, Geneviève, vous allez vous en sortir. Parce que vous êtes forte. Plus forte que vous ne le pensez. Je ne me sens pas forte.
Personne ne se sent fort quand on traverse la tempête. On se sent juste, submergé. Mais après, quand on regarde en arrière, on réalise qu'on a tenu, qu'on a survécu. Et ça, c'est de la force. À 2 heures du matin, il m'a raccompagnée jusqu'à ma cabine. Cette fois, le baiser d'au revoir a duré plus longtemps. « Je vous appelle quand on rentre à Paris ?» a-t-il demandé. « Oui, s'il vous plaît. » Promis. Dans ma cabine, je me suis déshabillée lentement, accrochant ma robe bleu nuit avec soin. Je me suis regardée dans le miroir, cette femme de 70 ans avec ses rides, ses taches de vieillesse, son corps qui portait les marques du temps. Mais pour la première fois depuis des années, je ne me suis pas vue comme une chose abîmée, inutile, passée. Je me suis vue comme une survivante. Le 7e et dernier jour, le navire est revenu à Civitavecchia. Retour à Rome. Fin de la croisière. Les passagers faisaient leurs valises avec une mélancolie joyeuse, échangèrent des adresses, se promettèrent de rester en contact. J'ai fait ma valise méthodiquement. Mes vêtements propres, mes souvenirs achetés. Une petite reproduction du Colisée, un flacon d'huile d'olive de Naples, une carte postale de Pompéi sur laquelle j'avais écrit quelques mots pour moi-même. « Tu as survécu. Continue. » Ileana est venue une dernière fois. Elle m'a regardée avec un sourire maternel. « Alors, Madame Marchand, vous avez trouvé ce que vous cherchiez ?»« Je ne sais pas. Peut-être. Vous avez l'air différente. Plus. Vivante. C'est grâce à vous. Si vous ne m'aviez pas forcée à sortir. » Bah, elle a fait un geste de la main. « Je n'ai rien fait. C'est vous qui avez décidé de vivre. » Elle m'a serrée dans ses bras. « Prenez soin de vous, madame. Et n'oubliez pas, on peut être seule sans être morte. » Je n'oublierai pas. À midi, je suis descendue du navire avec ma valise. Le port grouillait de monde. Des familles se séparaient, des couples s'embrassaient une dernière fois, des groupes d'amis échangèrent des numéros de téléphone. Jean-Claude m'accompagnait jusqu'à la station de taxi. Il partait vers le nord, Venise d'abord, puis Florence. Moi, je rentrais directement à Paris. « On se revoit à Paris ?» a-t-il demandé. « Oui, promis. Je vous appelle la semaine prochaine. On pourrait aller au concert. Ou au cinéma. Ou juste boire un café. J'aimerais beaucoup. » Il m'a embrassée une dernière fois, longuement. Puis il s'est éloigné vers son bus. Je l'ai regardé partir, ce dos courbé par l'âge mais droit par la dignité, et j'ai souri. Puis je me suis tournée vers la file de taxi. Et c'est là que je l'ai vu. Mathieu. Il était appuyé contre une voiture de location, les mains dans les poches. Il portait une chemise froissée et un jean délavé. Il avait maigri. Ses yeux étaient cernés, rouges, gonflés. Il avait l'air épuisé. Mon cœur s'est arrêté. Nous nous sommes regardés pendant ce qui m'a semblé une éternité. Les bruits du port, les klaxons, les cris, les moteurs se sont estompés. Il n'y avait plus que nous deux. Finalement, il s'est avancé, lentement, comme s'il avait peur que je m'enfuis. « Maman !» Ma gorge s'est serrée. « Mathieu, je peux te parler? Quelques minutes ?» J'ai hoché la tête, incapable de prononcer un mot. Nous nous sommes éloignés de la foule, vers un petit parc près du port. Il y avait des bancs sous des pins parasols, face à la mer. Nous nous sommes assis. Le silence pesait lourd. Mathieu fixait ses mains, les doigts entrelacés, les jointures blanches. « Je ne sais pas par où commencer », a-t-il finalement dit. « Par le début. » Il a pris une grande inspiration. « J'ai été un fils horrible. Pendant des années. Toute ma vie, peut-être. Je t'ai laissé te sacrifier pour moi. Je t'ai laissé payer pour tout le temps, sans jamais dire merci, sans jamais te demander si toi, tu avais besoin de quelque chose. » Les larmes me montaient aux yeux, mais je les ai retenues. « Quand tu nous as laissés à Barcelone, » a-t-il continué, la voix tremblante, « j'étais furieux, tellement furieux. Je te maudissais. Je te trouvais cruelle, égoïste, méchante. On a dû prendre un vol de dernière minute qui nous a coûté 3 000 €. Les enfants pleuraient. Aureliane hurlait que tu nous avais humiliés, que tu nous avais trahis. Il s'est tu, essuyant ses yeux d'un revers de main. Mais dans l'avion, pendant ces 4 heures de vol, j'ai réfléchi, vraiment réfléchi. Et je me suis souvenu de toutes ces fois où tu étais là, quand papa travaillait 60 heures par semaine et que tu étais seule à m'élever, quand tu restais debout jusqu'à minuit pour m'aider avec mes devoirs de maths parce que je n'y comprenais rien, quand tu as vendu tes bijoux de famille pour payer mes études de commerce parce que j'avais raté ma bourse. Sa voix s'est cassée complètement. Quand papa est mort et que tu as divisé l'héritage en 2 pour que j'aie assez d'argent pour l'appartement, même si ça voulait dire que tu devais déménager dans un plus petit. Quand Loïc est né et que tu es resté 2 semaines à la maison pour nous aider, dormant sur le canapé, cuisinant, nettoyant, pendant qu'Aureliane et moi dormions.
Il pleurait maintenant, sans retenue, comme un enfant. Et qu'est-ce que je t'ai donné en retour? Rien, que de l'ingratitude. Je t'appelais seulement quand j'avais besoin d'argent. Je t'invitais seulement quand j'avais besoin d'une baby-sitter. Je ne t'ai jamais demandé comment tu allais, si tu étais heureuse, si tu étais seule. Mathieu, non, laisse-moi finir. Il a pris mes mains dans les siennes. Elles étaient chaudes, moites, tremblantes. Maman, quand Auréliane t'a humiliée sur ce bateau, j'aurais dû me lever. J'aurais dû lui dire d'arrêter. J'aurais dû te défendre, mais je n'ai rien fait. J'ai regardé ailleurs, parce que c'était plus facile, parce que je suis un lâche. Tu n'es pas un lâche. Si, je le suis. Toute ma vie, j'ai été un lâche. Avec Auréliane, avec toi, avec moi-même. J'ai laissé ma femme te traiter comme une domestique parce que j'avais peur de la contrarier. J'avais peur qu'elle me quitte. J'avais peur d'être seule. Il a levé les yeux vers moi. Ils étaient rouges, désespérés, pleins de douleur. Mais après Barcelone, quelque chose a changé. Auréliane et moi, on s'est disputés. Vraiment disputés. Elle disait que tu avais tort, que tu nous avais humiliés, que tu étais une vieille femme amère et mesquine. Mon cœur s'est serré. Et je lui ai dit non. Pour la première fois de ma vie, je lui ai dit non. Je lui ai dit qu'elle avait tort, que c'était elle qui t'avait humiliée, que c'était nous qui t'avions utilisé, et qu'on méritait ce qui nous était arrivé. Et qu'est-ce qu'elle a dit? C'est parti. Elle a pris les enfants et elle est allée chez sa mère. Pendant 3 jours, je n'ai pas eu de nouvelles. Je dormais mal, je mangeais à peine. Je tournais en rond dans l'appartement vide en me demandant comment j'en étais arrivée là. Et puis elle est revenue, sans les enfants. Ils sont restés chez sa mère pour le moment. Elle s'est assise en face de moi et elle m'a dit « On doit parler ». Et on a parlé, vraiment parlé, pendant des heures, sur nous, sur notre couple, sur la façon dont on traite les gens. Il a essuyé ses yeux. Elle a reconnu qu'elle avait été cruelle avec toi, que pendant des années, elle t'avait vue comme une rivale, comme quelqu'un qui voulait contrôler notre vie. Elle a dit que sa propre mère était comme ça, envahissante, critique, étouffante, et qu'elle avait projeté ça sur toi. Je n'étais pas parfaite non plus, ai-je admis doucement. J'étais peut-être trop présente, trop, insistante. Je voulais être utile, mais peut-être que je vous étouffais sans m'en rendre compte. Peut-être. Mais ça ne justifie pas la façon dont on t'a traité. Rien ne justifie ça. Il a pris une inspiration tremblante. On a décidé de faire une thérapie de couple. Auréliane a pris rendez-vous la semaine prochaine. On va essayer de comprendre comment on en est arrivé là. Comment reconstruire quelque chose de sain? Je suis contente. Et moi, j'ai quelque chose à te demander. Il m'a regardée avec des yeux d'enfant perdu. Est-ce qu'on peut recommencer? Toi et moi? Différemment cette fois? Les larmes que je retenais depuis le début ont finalement coulé. Oui, mais j'ai des conditions. Dis-moi, n'importe quoi. J'ai essuyé mes yeux. Je ne veux plus être ton porte-monnaie. Si tu as besoin d'argent, tu me le demandes clairement, honnêtement, et on en discute. Pas de sous-entendu. Pas de manipulation. D'accord. Je ne veux plus garder Loïc et Chloé chaque fois que vous avez envie de partir. J'adore mes petits-enfants, mais j'ai aussi besoin de ma vie, de mon temps, de ma liberté. D'accord. Je veux que tu m'appelles. Pas seulement quand tu as besoin de quelque chose, mais parce que tu veux entendre ma voix. Parce que tu te demandes comment je vais. 1 fois par semaine minimum. Je te le promets. Et surtout, j'ai pris ses mains dans les miennes. Si Auréliane, ou n'importe qui d'autre, me manque de respect, je veux que tu prennes ma défense, même si c'est difficile, même si ça crée des tensions. Je veux que tu me montres que je compte, que je suis plus qu'un portefeuille ou une babysitter, que je suis ta mère. Les larmes coulaient librement sur son visage maintenant. Je te le jure, maman. Je te le jure sur la vie de mes enfants. Nous nous sommes serrés dans les bras l'un de l'autre, fort, longtemps. Il tremblait contre moi et moi contre lui, comme quand il était petit et qu'il avait fait un cauchemar, et que je le prenais dans mes bras en lui murmurant que tout irait bien. « Je t'aime, maman », a-t-il chuchoté contre mon épaule. « Je suis désolée, tellement désolée. Je t'aime aussi, mon chéri. » Quand nous nous sommes séparés, nous avions tous les deux les yeux rouges et le visage gonflé. Mais il y avait quelque chose de différent, quelque chose de plus léger, comme si un poids immense venait de se lever. « Tu rentres à Paris ?» a-t-il demandé. « Oui, ce soir. Je peux te ramener? J'ai une voiture de location. » J'ai hésité, puis j'ai pensé à ce que Jean-Claude m'avait dit. On peut être seule sans être morte. Mais on pouvait aussi choisir de ne pas être seule quand c'était sain, quand c'était bien. Oui, j'aimerais ça. Nous avons roulé pendant 12 heures.
avec des pauses pour déjeuner, pour boire un café, pour nous dégourdir les jambes. Nous avons traversé la Toscane, puis les Alpes, puis la Bourgogne. Et pendant tout ce trajet, nous avons parlé. Vraiment parlé. Pas de surface. Pas de politesse creuse. De vraies conversations. Il m'a raconté ses peurs. La peur de l'échec, la peur de ne pas être un bon père, la peur d'avoir gâché sa vie. Je lui ai raconté les miennes, la peur de la solitude, la peur de ne plus être utile, la peur de mourir sans avoir vraiment vécu. Tu sais ce qui est fou, a-t-il dit à un moment. On a peur des mêmes choses, juste sous des formes différentes. Peut-être que c'est ça être humain, avoir peur et avancer quand même. À 23 heures, nous sommes arrivés à Paris. Mathieu s'est garé devant mon immeuble du 6e arrondissement. Les rues étaient désertes, illuminées par les lampadaires jaunis. L'air sentait le métro et les châtaignes grillées. « Tu veux monter prendre un thé ?» ai-je proposé. « Je ne veux pas te déranger. »« Tu ne me déranges pas. » Nous sommes montés au 6e étage par l'ascenseur étroit et grinçant. J'ai ouvert la porte de mon appartement, petit mais lumineux, avec ses moulures anciennes et ses parquets qui craquent, et j'ai allumé les lumières. Rien n'avait changé. Ma bibliothèque pleine à craquer. Mon canapé en velours vert sapin. Les photos de Pierre sur le buffet. Mais moi, j'avais changé. J'ai préparé du thé à la menthe pendant que Mathieu regardait les photos sur les murs. Des photos de lui enfant, de notre famille, de vacances oubliées. Je me souviens de ça, a-t-il dit en pointant une photo de nous trois à la plage. Lui devait avoir 8 ans. Pierre et moi étions jeunes, bronzés, heureux. C'était à Arcachon, non? Oui, tu avais construit le plus grand château de sable de la plage. Et papa l'avait décoré avec des coquillages. Nous avons bu notre thé en silence, confortablement cette fois. Puis Mathieu a posé sa tasse. « Maman, je vais y aller. Mais on se voit la semaine prochaine? Juste toi et moi? Un déjeuner? Oui, avec plaisir. » À la porte, il m'a embrassée sur les 2 joues. « Merci, maman, pour tout, pour avoir été patiente avec moi, pour ne pas m'avoir abandonnée. Je ne t'abandonnerai jamais, Mathieu, même quand je dois prendre mes distances pour survivre. » Il est parti. J'ai refermé la porte et je me suis adossée contre elle, les yeux fermés. C'était fini. Le pire était passé. Les semaines suivantes ont été étranges. Nouvelles. Excitantes parfois, terrifiantes d'autres fois. Mathieu m'a appelé 3 jours après mon retour. Juste pour parler. Pour me demander comment j'allais. Nous avons parlé pendant 1 heure de tout et de rien. De la météo, d'un film qu'il avait vu, d'une recette que j'avais essayée. La semaine d'après, nous avons déjeuné ensemble dans un petit bistrot du Marais. Juste nous 2. Pas d'Auréliane. Pas d'enfant. Nous avons commandé du steak frites et du vin rouge et nous avons ri. Vraiment ri. « Tu sais ce qui est bizarre ?» a-t-il dit. « Je ne me souviens pas de la dernière fois où on a juste passé du temps ensemble, sans agenda, sans que tu gardes les enfants, sans que je demande quelque chose. Moi non plus. On devrait faire ça plus souvent. Oui, on devrait. » Auréliane et lui ont commencé leur thérapie. Il m'a dit que c'était difficile, que parfois ils sortaient dans des séances épuisés et frustrés, mais qu'ils tenaient bon, qu'ils essayaient. 1 mois après mon retour, Auréliane m'a appelé. J'ai failli ne pas répondre quand j'ai vu son nom s'afficher. Mais j'ai respiré profondément et j'ai décroché. « Geneviève ?» Sa voix était hésitante, presque timide. « Je peux vous parler ?» « Oui. Je voulais vous présenter mes excuses pour ce qui s'est passé sur le bateau et pour toutes ces années où je vous ai traité comme si vous ne comptiez pas. J'ai été tellement surprise que je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai été cruelle, » a-t-elle continué. « Et injuste. Je projetais mes problèmes avec ma propre mère sur vous. Elle était étouffante, contrôlante, et j'avais peur que vous soyez pareil. Mais ce n'était pas juste. Vous ne méritiez pas ça. Merci, ai-je dit doucement. Est-ce qu'on pourrait prendre un café, toutes les 2, recommencer? J'ai réfléchi. Puis j'ai pensé à ce que j'avais appris sur ce bateau, que le pardon n'est pas pour les autres. Il est pour soi. Oui, j'aimerais ça. Nous nous sommes vus 1 semaine plus tard dans un café près de Bastille. C'était maladroit au début. Des silences gênés. Des phrases inachevées. Mais peu à peu, nous avons commencé à nous parler. Vraiment. Elle m'a raconté son enfance, sa mère dominatrice, ses peurs d'être une mauvaise mère. Je lui ai raconté mes propres peurs, mes propres erreurs. Ce n'était pas magique. Ce n'était pas comme dans les films où tout est pardonné en une conversation. Mais c'était un début. Jean-Claude m'a appelé comme promis. Nous nous sommes vus pour un concert de jazz à la Philharmonie. Puis un autre, puis un dîner, puis des promenades le long de la Seine. Nous prenions notre temps. Pas de précipitation. Juste 2 personnes qui apprenaient à se connaître. Un soir, après un concert, nous marchions le long des quais.
Les bateaux-mouches passaient, illuminant l'eau de leurs projecteurs. La tour Eiffel scintillait au loin. « Geneviève, » a dit Jean-Claude, « je ne sais pas où ça va nous mener, mais je sais que j'aime être avec toi. Moi aussi. On n'a plus 20 ans. On n'a peut-être plus des décennies devant nous, mais on a maintenant. Et maintenant, c'est suffisant. » Il m'a embrassée, là, sur le pont des Arts, sous les cadenas d'amour que des milliers de couples avaient accrochés. Et pour la première fois depuis très longtemps, j'ai senti que j'étais exactement où je devais être. 3 mois après mon retour, par une froide matinée de décembre, je me suis réveillée dans mon lit parisien. La lumière d'hiver entrait par la fenêtre, faible mais claire. J'entendais les cloches de Saint-Sulpice au loin et le bruit de la circulation en bas. J'ai regardé la photo sur ma table de nuit, celle de Rome. Moi devant le Panthéon, seule, souriante, vivante. Mon téléphone a vibré. Un message de Mathieu. « Déjeuner dimanche? Les enfants voudraient te voir. » Avec plaisir. « Chez moi ou chez vous? » « Chez toi si ça ne te dérange pas. On apporte le dessert. » Un autre message. Jean-Claude. « Concert samedi soir. Jazz manouche. Tu viens? » Avec grand plaisir. Un troisième. « Iléana, ma femme de chambre du bateau. »« Bonjour, Madame Marchand. J'espère que vous allez bien. Je pense à vous. » Iléana. J'ai souri et j'ai répondu à chacun. Puis je me suis levée. J'ai enfilé ma robe de chambre en velours. J'ai préparé mon café. J'ai ouvert les volets sur Paris qui s'éveillait. Les toits en zinc scintillaient sous le givre. Une boulangerie en bas diffusait l'odeur du pain chaud. Et moi, Geneviève Marchand, 70 ans, veuve, mère, grand-mère, j'ai respiré profondément l'air glacé de décembre. J'avais pardonné. Mais pas tout de suite, pas facilement. Pas en effaçant ce qui s'était passé ou en faisant semblant que ça n'avait pas eu d'importance. J'avais pardonné parce que j'avais d'abord appris à me pardonner moi-même, à pardonner toutes ces années où je m'étais effacée, où j'avais cru que mon bonheur dépendait du bonheur des autres, où j'avais oublié que j'étais une personne entière, pas juste une fonction. Le pardon n'était pas un cadeau que je faisais à Mathieu ou à Auréliane. C'était un cadeau que je me faisais à moi-même. Une libération. Une permission de ne plus porter le poids de la rancune. Mais le pardon ne voulait pas dire oublier. Ne voulait pas dire accepter de retourner à l'ancienne dynamique. Il voulait dire « Je reconnais ce qui s'est passé, je choisis de ne plus en être prisonnière, mais je choisis aussi de protéger mes limites. » Et c'était la plus grande leçon de ma vie. À 70 ans, j'avais enfin compris que je pouvais être généreuse sans être sacrificielle, que je pouvais aimer sans m'effacer, que je pouvais être une bonne mère sans cesser d'être moi-même. La vie continuait, avec ses joies et ses peines, avec ses moments de solitude et ses moments de connexion, avec ses peurs et ses espoirs. Mais maintenant, je la vivais, pleinement, consciemment, courageusement. Pas pour les autres, pour moi. Et c'était le plus beau cadeau que je pouvais me faire. Fin moment, il m'a pris la main à travers la table. Pas de manière romantique, enfin, peut-être un peu, mais surtout de manière humaine. Un contact, une connexion. Quand nous sommes rentrés au navire vers minuit, il m'a raccompagnée jusqu'à ma cabine. « Merci pour cette soirée », ai-je dit. « C'est moi qui vous remercie. Ça fait longtemps que je n'avais pas passé une aussi belle soirée. » Il a hésité, puis il s'est penché et m'a embrassée sur la joue. Un baiser chaste, doux, respectueux. « Bonne nuit, Geneviève. Bonne nuit, Jean-Claude. » Dans ma cabine, je me suis allongée sur mon lit, le cœur battant comme une adolescente. C'était ridicule. J'avais 70 ans. J'étais trop vieille pour ces émotions. Mais en même temps, pourquoi serais-je trop vieille? Qui avait décidé que le cœur avait une date de péremption? Cette nuit-là, j'ai dormi avec un sourire aux lèvres. Le 5e jour, escale à Naples, Jean-Claude et moi avons décidé de visiter Pompéi ensemble. Nous avons pris le train depuis Naples, traversant la campagne volcanique dominée par le Vésuve, cette montagne majestueuse et menaçante qui avait tout détruit en un seul jour de l'an 79. Pompéi était fascinant et déchirant. Ces rues pavées où les ornières des chariots romains étaient encore visibles, ces maisons avec leurs fresques intactes, leurs mosaïques colorées, leurs jardins pétrifiés, ces corps figés dans la cendre, saisis au moment de leur mort, une mère protégeant son enfant, un homme tentant de fuir, un chien enchaîné. « C'est terrible », ai-je murmuré devant l'un de ces corps. « Oui », a dit Jean-Claude. « Mais c'est aussi un rappel. La vie est fragile. Tout peut s'arrêter en un instant. » Nous nous sommes arrêtés devant une villa magnifiquement préservée. Dans l'une des pièces, une fresque représentait une femme dans un jardin. Elle cueillait des fleurs, seule, paisible. Pas de mari, pas d'enfant. Juste elle et la nature. Vous pensez qu'elle était heureuse?
ai-je demandé. Je ne sais pas, mais elle avait l'air libre. Libre? Ce mot résonnait en moi depuis des jours. Étais-je libre maintenant? Ou étais-je juste abandonnée? Geneviève, a dit Jean-Claude doucement, puis-je vous poser une question indiscrète? Allez-y. Qu'est-ce qui s'est passé avec votre famille? J'ai inspiré profondément. Et je lui ai tout raconté. La croisière, l'humiliation, la décision d'annuler les réservations, la confrontation avec Mathieu et Auréliane, leur départ à Barcelone, mes 3 jours enfermés dans ma cabine. Il m'a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai fini, il est resté silencieux un long moment. « Vous avez fait quelque chose de courageux », a-t-il dit finalement. « Courageux ou cruel? Courageux. Parce que vous avez choisi votre dignité plutôt que leur confort, et c'est quelque chose que très peu de gens osent faire. Mais je suis leur mère. J'aurais dû être au-dessus de ça. J'aurais dû pardonner, ignorer, passer à autre chose. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'une mère fait. Non. Il a secoué la tête fermement. Une mère aime. Mais l'amour ne veut pas dire accepter l'inacceptable. L'amour ne veut pas dire se laisser détruire pour que les autres soient confortables. Ces mots ont ouvert quelque chose en moi, une vanne, et j'ai pleuré. Là, au milieu des ruines de Pompéi, entouré de fantômes millénaires, j'ai pleuré toutes ces années de sacrifices silencieux, de douleurs avalées, de colère étouffée. Jean-Claude m'a serré dans ses bras, et j'ai laissé mes larmes couler sur son épaule. Après Pompéi, nous sommes retournés à Naples. Il m'a emmené dans une pizzeria légendaire, Da Michele, où l'on ne servait que 2 types de pizza, marinara et margherita. Nous avons commandé une margherita à partager, et quand elle est arrivée, immense, fumante, la mozzarella fondue formant des bulles dorées, je me suis mise à rire. « Quoi ?» a demandé Jean-Claude en souriant. « Rien, c'est juste. Il y a 1 semaine, j'étais dans une cabine sans fenêtre à me demander si ma vie avait un sens. Et maintenant, je suis à Naples, à manger la meilleure pizza du monde avec un homme que je connais depuis 2 jours. Et c'est bien? Oui, c'est bien. Nous avons mangé lentement, savourant chaque bouchée. Puis Jean-Claude m'a tendu son téléphone. « Donnez-moi votre numéro, si vous voulez. Pas d'obligation. » J'ai hésité, puis j'ai tapé mon numéro. « Quand nous rentrerons en France, a-t-il dit, j'aimerais beaucoup vous revoir, si vous êtes d'accord. » Oui, j'aimerais ça aussi. Le 6e jour, le navire naviguait vers son dernier port, faisant route le long de la côte italienne. Pas d'escale prévue, juste une journée en mer. Le navire organisait une grande soirée sur le pont supérieur pour célébrer la fin de la croisière. Dans ma cabine, j'ai ouvert ma valise et j'ai regardé mes vêtements. Des tenues sobres, pratiques, invisibles. Le genre de vêtements qu'on porte quand on ne veut pas être remarqué, sauf une robe. Une robe en soie bleu nuit que Pierre m'avait offerte pour nos 35 ans de mariage. Je ne l'avais portée qu'une seule fois. Trop élégante, me disais-je. Trop voyante pour une femme de mon âge. Mais ce soir, je m'en fichais. J'ai enfilé la robe. Elle me tombait parfaitement, épousant mes formes sans les comprimer. J'ai attaché mes cheveux en un chignon bas, j'ai mis mes perles, un cadeau de mariage de ma mère, et j'ai appliqué un rouge à lèvres rouge vif. Pas rose, pas discret, rouge. Dans le miroir, j'ai vu une femme que je ne reconnaissais pas. Ou plutôt, une femme que j'avais oubliée. Celle que j'étais à 30 ans, avant que la vie, les responsabilités, les sacrifices ne les fassent. Sur le pont supérieur, la fête battait son plein. Des lampions colorés illuminèrent la nuit. Un orchestre de jazz jouait du Duke Ellington. Des tables étaient dressées avec des nappes blanches, des bougies, des bouquets de fleurs. Les passagers dansaient, riaient, buvaient. Jean-Claude m'attendait près du bar. Quand il m'a vue, ses yeux se sont écarquillés. « Geneviève, vous êtes magnifique. » J'ai rougi. « Merci. » « Non, vraiment, vous êtes radieuse. » Il m'a offert son bras. « On danse ?» Je ne sais pas danser, enfin ça fait si longtemps. Moi non plus. On sera maladroits ensemble. Nous avons dansé sur In a Sentimental Mood, sur Take 5, sur Fly Me to the Moon. Et oui, nous étions maladroits. Nous marchions sur les pieds l'un de l'autre. Nous perdions le rythme, mais c'était merveilleux. Pendant une croisière de luxe, ma belle-fille a ri et dit « Madame restera dans la cabine des domestiques. Cette suite est réservée aux jeunes. » Tous se sont moqués de moi. Mais le lendemain, je suis allée à la direction et j'ai demandé « Annulez toutes les réservations de mon compte. »